Mais merci beaucoup, Gaston, d'avoir fait un bon tour d'horizon des principales maladies abortives. Je pense que ça va vous donner beaucoup d'éléments là, pour discuter avec le producteur des enjeux associés à ces maladies-là, puis des pistes pour discuter des différentes stratégies de prévention et de contrôle. Ça me permet aussi de revenir sur un point que j'ai peut-être escamoté là, dans la première partie, en lien avec le programme de surveillance. Il y a un élément qui est important dans les critères de participation à ce programme-là, au volet, le programme de surveillance, c'est le fait que lors de la soumission au laboratoire, on exige qu'il y ait non seulement les avortons, mais aussi les placentas, donc un minimum de 2 cotylédons, pour augmenter la capacité là, à mettre le doigt sur la cause de l'avortement. Donc, c'est important là, de soumettre les échantillons en incluant des avortons et un morceau de placenta pour augmenter la capacité au laboratoire là, de mettre le doigt sur la cause de l'avortement. Donc, on continue le questionnaire, là, donc le formulaire 1 là, de la visite zoosanitaire. On était rendu à la question 9, où là, on aborde la question de la réduction des risques dans l'élevage. Ça va être abordé à 3 niveaux, donc diminuer le risque d'introduction, diminuer le risque de propagation, puis diminuer les risques spécifiques là, pour la santé publique. Donc, dans un premier temps, la question du risque d'introduction, évidemment, c'est tout l'enjeu de vente-achat qui concerne l'ensemble des maladies, mais dans le cas des maladies abortives, c'est important toujours de discuter avec l'éleveur des critères à mettre en place quand on détermine où les achats doivent se faire, dans quel troupeau. Donc, il y a différentes possibilités. On peut regarder l'historique des avortements ou autres problèmes de mortinatalité dans l'élevage. Si jamais il y a eu des analyses de laboratoire, d'y référer pour essayer de bien caractériser cette situation-là et donc encourager qu'il y ait des nécropsies. Puis encore une fois, c'est d'abord et avant tout important de connaître le statut dans son troupeau. Donc, c'est une occasion de rappeler l'importance pour le producteur là, de faire des nécropsies le plus souvent possible quand il y a des avortements. L'autre élément important quand on parle de gérer les risques d'introduction, c'est la quarantaine, donc une phase à l'entrée des animaux où là, il y a des observations qui doivent être faites aux besoins des analyses pour éviter là, qu'on déstabilise le statut sanitaire de votre troupeau lors de l'introduction. Même chose au niveau des visiteurs qui sont sujets à rentrer dans le troupeau. Assurez-vous que la façon dont ces visiteurs-là sont acceptés respecte les règles de biosécurité qui sont recommandées. Et à cet effet, je vous encourage à consulter le document qui a été développé par le CEPOC, qui est disponible sur leur site Web et qui fait un bon tour d'horizon des différentes stratégies biosécurité qui sont à mettre en place dans l'élevage pour protéger là, face à l'introduction de maladies. Donc ça, cet outil-là, il est utile pour différentes maladies, mais particulièrement là, dans le cas des maladies abortives. L'élément final sur lequel je vais insister là, pour le risque d'introduction, c'est évident qu'on a tout avantage à travailler avec un troupeau fermé, qui évidemment limite les risques d'introduction. Par contre, la régie, dans beaucoup d'entreprises, implique l'achat d'animaux à l'extérieur ou en tout cas l'introduction de génétique en provenance de l'extérieur. Et dans ce cas-là, il est peut-être intéressant d'envisager des stratégies. Quand on parle de génétique, on peut peut-être envisager l'insémination artificielle pour essayer de réduire le risque d'introduction de maladies avec les animaux. La gestion du risque de propagation, là, on est rendu dans l'élevage. De quelle façon on peut éviter de faire en sorte que si on a des agents qui sont présents dans l'élevage, ils se disséminent de façon efficace, puis qui font en sorte qu'il y a beaucoup d'animaux qui deviennent malades et qui expriment des signes cliniques. Un élément important à rappeler aux producteurs, c'est l'isolation rapide, l'isolement rapide des femelles quand il y a un avortement. Puis, lors de l'avortement, en fait, de bien gérer les placentas et les avortons pour éviter que ça augmente la pression d'infection. Gaston a bien insisté là-dessus, là, sur le risque d'augmenter la pression d'infection là, quand les avortons, les placentas sont rejetés là, dans l'environnement. Les agnelles et les chevrettes qui sont particulièrement à risque, on a tout avantage à les garder à part du troupeau adulte et mettre en place des procédures de nettoyage, désinfection entre les groupes de mise bas.
il est essentiel de toujours rappeler aux producteurs l'utilisation de vêtements, de bottes, d'outils qui vont, d'une part, être nettoyés, lavés régulièrement, mais aussi qui vont rester dans l'entreprise pour éviter soit que ça se contamine ailleurs et que ça soit réintroduit, ou soit que ça soit des vecteurs pour les humains, d'agents qui pourraient être dangereux pour les humains qui seraient en contact avec ces matériaux-là. On revient là aussi, encore une fois, avec la question des chats, la vermine, la gestion sécuritaire du fumier et s'assurer d'avoir une gestion animale adéquate. Tous des points qui ont été vraiment bien traités là, par mon collègue. Encore une fois, je vous réfère à un document qui a été développé par le CEPOC et qui est disponible sur le site Web, qui est au niveau d'aménagement biosécuritaire dans les bergeries, qui s'applique aussi dans les chevreries. Et c'est des bons guides d'outils qui peuvent être utilisés avec vos producteurs. La question du risque pour la santé publique, qui est quand même un morceau important quand on parle d'avortement chez les petits ruminants. On a quelques questions, 10, 11, 12 et 13, qui sont spécifiquement tournées vers ça. Il est possible que dans votre visite zoosanitaire, vous ayez déjà abordé ces points-là avec votre producteur. Vous passez plus vite sur les questions, c'est pas un problème. Mais elles sont quand même là pour rappeler certains enjeux particuliers. Entre autres, question 10 et question 11, qui sont vraiment en lien avec la disposition des avortons et des placentas, qui vous permettent d'aborder tout l'enjeu de disposition sécuritaire dans l'élevage. Vous pourrez même déborder sur la disposition des carcasses. C'est peut-être pas un sujet sur lequel vous vous attardez régulièrement avec les producteurs et c'est pourtant quelque chose qui est important et qui peut être associé à des risques, soit de dissémination de la maladie pour les autres animaux, mais aussi à des risques importants au niveau de la santé publique. Dans ce contexte-là, je vous encourage à aller voir sur le site du MAPAC, puis vous avez l'adresse à l'écran, d'aller voir les différentes options de disposition qui sont disponibles, qui sont réglementairement acceptables et peut-être soit de vous informer, mais aussi peut-être d'orienter votre producteur vers ces sources d'informations-là, tout en s'assurant de sensibiliser le producteur au fait qu'il y a des variations d'une municipalité à l'autre, d'une MRC à l'autre, qui sont à considérer. Donc, il n'y a pas uniquement de la réglementation provinciale, mais il peut y avoir aussi de la réglementation qui est plus locale. Les questions 12 et 13, qui sont vraiment en lien avec les maladies, la transmission à l'humain. Un rappel pour discuter avec l'éleveur des maladies parmi toutes celles qui ont été décrites qui sont potentiellement zoonotiques. Comme vous le voyez à l'écran, la liste, finalement, correspond presque à l'ensemble des agents d'avortement chez les petits ruminants, qui sont à peu près tous transmissibles aux humains. Le virus de la vallée cache, Gaston l'a bien mentionné, on a 3 petits points ici, c'est pas pour rien, c'est pour indiquer que c'est pas un virus qui est transmissible du mouton ou de la chèvre à l'humain, c'est quand même un virus qui est zoonotique, mais c'est le moustique qui va transmettre la maladie aux moutons et aux humains. Dans ce contexte-là, le mouton sert juste à mettre en évidence la présence du moustique et donc du risque qui est présent pour les humains qui sont dans le même environnement que les moutons. C'est aussi l'occasion, la question 12 et la question 13, d'aborder avec vos producteurs de quelle façon les humains s'infectent, donc les différentes voies de transmission. Gaston en a fait des bonnes descriptions tout à l'heure. Et aussi d'aborder avec eux la question des personnes qui sont les plus vulnérables, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, donc qui sont particulièrement vulnérables, mais aussi les personnes qui sont plus exposées. Donc, toutes les personnes qui, par leur travail, sont plus exposées aux petits ruminants, soit de base ou soit occasionnels, des gens qui sont appelés à entrer dans une entreprise, un électricien, un plombier ou whatever, qui vont être mis en présence d'agents infectieux alors qu'ils n'ont peut-être pas une immunité qui a été développée. Important de se rappeler que parfois, on a des personnes qui sont en même temps très exposées et particulièrement vulnérables. C'est un peu le sens de la photo qui est ici. C'est un point important à discuter avec vos producteurs, même s'ils n'ont souvent pas le choix, donc d'aller dans l'entreprise quand une femme est enceinte ou quand il y a des jeunes enfants dans la famille, mais peut-être qu'il y a moyen de gérer les activités pour essayer de diminuer le risque. La dernière question, la question 13, fait un peu le tour de différentes pratiques
qui sont à mettre en place pour diminuer les risques de transmission à l'humain. Donc, l'idée est de regarder avec eux si c'est déjà fait dans l'élevage ou si c'est quelque chose qui pourrait l'être. Et évidemment, c'est important pour vous à ce moment-là peut-être de rappeler des risques qui sont accrus si l'entreprise a des activités d'agrotourisme ou reçoit régulièrement là, des visiteurs, soit parce qu'ils sont associés avec une institution d'enseignement ou autre. Donc, c'est important là, de prendre le temps de parler de risques qui sont accrus dans cette situation-là. Je vous encourage à aller voir sur le site Internet du MAPAC. Il y a beaucoup de documentation qui sont disponibles pour parler des risques de zoonose, là, puis les laisser aux producteurs. Ça fait le tour de ce fameux questionnaire de la visite zoosanitaire. Ça fait le tour aussi de la présentation qu'on voulait faire pour vous aider un petit peu à apprivoiser ce nouveau concept-là. Visite zoosanitaire dans le cas de la campagne des petits ruminants, visite zoosanitaire associée à un programme de surveillance. Vous avez les outils ou les documents sont tous disponibles sur le site Web. On vous encourage à les lire, à les consulter avant vos premières visites. C'est sûr qu'après ça, bien, vous allez devenir familier avec tout ça, puis ça va devenir un outil là, qui va être le vôtre. Mais n'hésitez pas, avant de commencer, là, à aller les consulter. Je vous encourage aussi à nous contacter, que ce soit Gaston Rioux au CEPOC pour tout ce qui concerne là, la partie clinique et la connaissance des maladies, ou nous autres au MAPAC pour la partie qui est comme plus opérationnelle en lien avec le programme. Donc, je vous encourage vraiment à nous revenir si vous avez des questions sur le fonctionnement ou si vous avez des commentaires à formuler. Hugo l'a bien mentionné, on est en phase pilote et on est là pour recueillir les commentaires du terrain, que ce soit les médecins vétérinaires praticiens ou les producteurs, pour faire en sorte de faire évoluer ces programmes-là vers quelque chose qui va vraiment être utile au secteur. Donc, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, mes coordonnées et les coordonnées, le courriel général là, de PISAC sur l'écran. Mais en tout temps, là, vous pouvez communiquer avec nous par courriel, par téléphone, puis on va être là pour essayer de faire les ajustements possibles. C'est à vous, la visite zoosanitaire, la campagne numéro 1 est lancée. C'est un outil qui est entre vos mains, puis je vous encourage à y aller avec tout votre enthousiasme et on a vraiment confiance que ça va se passer comme il faut. Alors, merci à vous tous.